outro fator é entender que antes Toda experiência é esta série. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Jacqueline Lalouette, bonjour. Bonjour, elle est historienne, professeure émérite à l'Université de Lille 3 et membre senior honoraire de l'Institut universitaire de France. Et elle a 2 champs de recherche privilégiés, enfin parmi quelques autres. L'histoire de la libre pensée et des croyances, abordée notamment dans une thèse qui a fait date, La libre pensée en France, 1848-1890, chez Albin Michel. 1940, pardon, je recommence. Albin Michel, 1997, et puis plusieurs ouvrages depuis qui en font une des historiennes qui comptent dans les questions de laïcité. Par exemple, La séparation des églises et de l'État, Genèse et développement d'une idée, 1789-1905, au Seuil, dans l'univers historique. Son deuxième champ, c'est le travail sur la mémoire et sur l'histoire, avec un ouvrage sur Jean Jaurès, L'assassinat, la gloire et le souvenir, chez Perrin en 2014. Et rappelons que Jaurès est aussi un des statufiers les plus importants en France. Et elle a fait récemment une étude du lien entre la mémoire et les images, puisque un de ses champs, c'est le rapport entre les images et l'histoire, dans un ouvrage monumental, Un peuple de statues, la célébration sculptée des grands hommes en France, 1801-2018, chez Mar et Martin en 2018. Et à partir de ce travail, qui était un travail considérable de repérage, d'enquête, elle vient de publier Les statues de la discorde, dont nous allons parler aujourd'hui, chez Passé Composé en 2021, qui replace les destructions de statues en France dans l'espace plus large de l'Occident. Chose plus rare pour une analyse d'historien, ce livre est à la fois un travail d'histoire très contemporaine et même d'histoire immédiate sur une question très sensible, mais il s'appuie sur les techniques d'enquête de l'histoire et sur la longue durée qu'elle avait étudiée précédemment. Et donc cet ouvrage pose de très multiples questions qu'on ne va pas pouvoir tout aborder aujourd'hui, celle du rapport entre la mémoire et l'histoire, la question de ce qui est partageable dans l'espace public et aussi la question de la pédagogie civique et de ses moyens à travers les images. Alors, on va partir d'abord de la première question. On n'examinera qu'à la fin les recommandations politiques, hein, mais partons déjà des faits. Et d'abord, quelle est est-ce que vous pourriez nous retracer la chronologie finalement de la contestation, puisque vous avez fait toute une enquête de terrain et puis une enquête dans la presse, les revues, les ouvrages, avec une très importante iconographie. Et donc, comment peut-on déterminer chronologiquement et géographiquement ce phénomène de destruction des statues ou de vandalisme, comme on disait à l'époque de la Révolution française? Alors, si l'on s'en tient à l'année 2020, année de la mort de George Floyd, assassiné le 25 mai, il faut souligner le fait que en France, plus précisément en France ultramarine, aux Antilles, les destructions ont commencé avant, puisque 2 monuments à Victor Schœlcher ont été abattus et complètement détruits le 22 mai, soit 3 jours avant la mort de George Floyd. Donc on n'a pas, avec ce phénomène de vandalisme destructeur, on n'a pas une pratique qui imiterait ce qui s'est passé aux États-Unis, contrairement à ce qui a été souvent dit ou écrit. Par ailleurs, il faut aussi remonter antérieurement, au moins jusqu'en 2013 et même antérieurement, parce que des statues de Victor Schœlcher, des statues antillaises de Victor Schœlcher, avaient été contestées et agressées, j'allais dire, dans les années antérieures, et notamment la statue qui se trouve à Schœlcher, nom d'une commune qui s'appelait autrefois Cazenavire, a été très largement vandalisée en 2013 et d'autres l'avaient été antérieurement. Et à ce sujet, il faut aussi rappeler que ce qui s'est passé aux États-Unis en 2020 avait des antécédents, puisque le mouvement Black Lives Matter
a été fondée en 2013 et qu'en 2015-2017, il y avait déjà eu de nombreuses agressions contre les statuts, notamment dans le sud des États-Unis, contre les statuts des généraux confédérés, mais également contre les statuts de Christophe Colomb. La spécificité de ce qui s'est passé en 2020 est l'importance des suites dans d'autres pays. Mais peut-être avais-je été moins attentive à ce qui s'était passé en Nouvelle-Zélande, en Australie, par exemple, ou au Canada, dans des années antérieures que je ne l'ai été pour l'année 2020. Enfin, pour conclure sur ce point, il faut surtout rappeler l'antériorité du vandalisme contre les statues de Schœlcher par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis après la mort de George Floyd. Oui, il est vrai qu'il y a en France une longue tradition sur les statues. Alors, par ailleurs, c'est- oui, par ailleurs, il y a une longue tradition. Là encore, on est loin d'une imitation des Américains. On peut remonter à l'année 1562, pendant les guerres de religion, où des protestants ont attaqué, détruit les statues des églises, des cathédrales, qu'il s'agisse des statues de façade ou qu'il s'agisse des statues placées à l'intérieur des églises. Et puis des guerres de religion, on va passer à la Révolution, avec l'année 1792, durant laquelle la destruction des statues royales, qui étaient souvent des statues équestres, généralement placées au centre de grandes places qu'on appelait précisément les places royales. Toutes ces statues équestres royales ont été abattues et détruites pour être refondues. On est au moment où la France révolutionnaire est en guerre avec d'autres pays européens. Il faut des munitions, il faut des canons, et le bronze de ces statues va avoir une application utilitaire immédiate. Mais à propos de la Révolution, il faut aussi rappeler que si la Révolution a beaucoup détruit, y compris aussi des statues religieuses, y compris les fameuses statues de rois au portail qui étaient les rois d'Israël et non pas les rois de France au portail des cathédrales, eh bien, j'ai perdu le fil de ma eh bien, pensée. en fait, elle les a aussi préservés, puisqu'elle en a mis dans les musées. Je voulais hein, dire, ouais. pardon, que la Révolution a aussi beaucoup préservé et protégé des statues, d'abord en recueillant celles qu'on pouvait récupérer au sol, et puis surtout en lançant tout un mouvement de muséification pour placer Oui, et ça, on y œuvres. reviendra, parce qu'une Oui. partie des hypothèses de politique, c'est finalement un retour à la Révolution. Et l'abbé Grégoire, oui. qui est bien du côté de la Révolution, est l'un des hommes qui a le plus dénoncé le vandalisme, Oui. justement. Et alors, si on revient à l'époque contemporaine, est-ce qu'il y a des catégories en France spécifiques dans la destruction est-ce que ce sont les mêmes que dans le monde? Bon, j'élimine les choses pittoresques qu'on trouve dans ce livre, la destruction, ou en tout cas la dégradation de la statue de la petite sirène, ou celle de Cervantes, qui sont des cas difficilement interprétables. Oui. Mais si on prend les cas qui échappent à un vandalisme de circonstance, et quelles sont les catégories en fait qui sont menacées? Alors, les deux catégories que j'ai relevées, enfin, j'ai pas été la seule à les relever d'ailleurs, que ce soit dans la France hexagonale ou métropolitaine, comme on voudra, le mot métropole étant maintenant mal reçu, bon, ou dans la France ultramarine, ce sont des statuts de gens dont les faits ou les écrits ont un rapport soit avec l'esclavage, soit avec la colonisation. Et du côté de l'esclavage, il faudra faire un sort particulier à Schœlcher, accusé d'être un esclavagiste par certaines personnes aux idées extrêmes. Et du côté de la colonisation, on aura surtout affaire à des militaires,
Bugeaud, Faidherbe, Gallieni, Lyotet, mais aussi des politiques, des civils, qui ont ou promu la colonisation, ou tenu des discours sur la hiérarchie des races afin de justifier la colonisation. Et là, on peut penser essentiellement à Jules Ferry et à Paul Bert. Mais, contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais aussi en y pensant bien au Royaume-Uni et en Belgique, il y a 3 catégories de gens que je n'ai pas relevées parmi les statufiés contestés. Je n'ai pas relevé de statut vandalisé de missionnaires. Contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, notamment en Californie, avec Saint-Juniper Serra, accusé d'ethnocide culturel à cause de ses activités de prosélytisme catholique. En France, nous avons quelques statuts de missionnaires qui, à ma connaissance, n'ont pas été touchés. Là, il ne faudrait pas donner des idées de dégradation supplémentaire. Alors, je ne les indique pas. Bien. Donc, des statuts de missionnaires, je n'en ai pas trouvé qui aient été vandalisés. Les statuts de découvreurs, avec toutes ces problématiques autour du verbe découvrir, des mots découverte, grande découverte, et du qualificatif de découvreur appliqué notamment à Christophe Colomb, mais également à James Cook, qui ont été les 2 découvreurs les plus vandalisés, dont les statuts ont été les plus vandalisés, mais parce que c'est aussi ceux qui avaient le plus grand nombre de statuts. Christophe Colomb, c'est assez spectaculaire. En France, j'ai plusieurs statuts, là encore, de découvreurs qui n'ont pas été touchés, à l'exclusion du buste de Christophe Colomb, qui se trouve sur un pont de Rouen, où il y a une dizaine de bustes de grands découvreurs, avec guillemets ou sans guillemets, qui sont l'œuvre d'un sculpteur qui est établi en Seine-Maritime, qui s'appelle Jean-Marc Depas. Et ce buste rouennais a été vandalisé à 2 reprises. La première fois, il y a seulement eu des tags sur le piédestal, raciste, violeur, assassin, meurtrier, des choses de genre. Et une deuxième fois, son visage a été totalement peint de rouge. Et enfin, 3e catégorie que je n'ai pas rencontrée en France, contrairement à ce qui s'est passé par exemple au Royaume-Uni, notamment avec Edward Colston à Bristol, mais également 1 ou 2 autres, et avec David de Pury en Suisse à Neuchâtel, je n'ai pas vu de statut de marchand négrier, tout simplement parce que, à ma connaissance, il n'y a pas eu, de toute façon, que ce soit en Angleterre ou en Suisse, les marchands négriers n'ont pas été glorifiés en tant que marchands négriers. Ils ont été glorifiés en tant que philanthropes qui, avec leur fortune mal acquise, certes, ont réalisé de très nombreuses installations profitant à leur ville et à leurs concitoyens, des hôpitaux, des bibliothèques, des asiles notamment. En France, je n'ai pas trouvé parmi les statuts de philanthropes que je connais, je n'en ai pas trouvé correspondant à des négriers qui auraient acquis ainsi leur fortune. Oui, ce qui est très intéressant d'ailleurs, Ouais, parce qu'on ouais. peut se demander pourquoi. Je veux On dire, peut est-ce se que ça veut demander dire qu'il y a pourquoi, eu une parce que- attitude différente? Alors, il y a bien Oui. les C'est- cas de Nantes, les cas de Bordeaux, les cas du Havre, les cas de La Rochelle et même de Honfleur, enfin bref, les villes négrières. Mais là, je n'ai pas vu. Autant il y a des polémiques autour des noms de rues, Oui. notamment avec Carfa Diallo à propos de ces noms de rues, avec d'ailleurs, bon, il y a des études très pointues qui ont été faites après ces dénonciations, et on a montré que parfois il y avait des confusions, c'est-à-dire que tel nom qui a bien été porté par un marchand négrier, eh bien, ne correspond pas à ce marchand négrier, mais à
une autre personne de sa famille qu'on a pris pour donner un nom de rue, mais pour une raison qui n'avait rien à voir avec la traite négrière. Donc le nombre de plaques de rue polémiques a quand même ainsi été assez notablement diminué. Au Havre, il y a aussi une action autour des noms de rue, mais dans l'une ou l'autre de ces villes, je n'ai pas trouvé de statut correspondant à des hommes qui auraient été des marchands négriers, voilà. Philanthropes. Philanthropes. Voilà. Peut-être n'ont-ils même pas été philanthropes pour Peut-être certains. ne l'ont-ils pas été. Non, voilà. Alors, ça m'amène à la deuxième question. En fait, puisque c'est quand même c'est un mouvement important quantitativement, hein, quels sont les acteurs de la contestation? Parce qu'on voit bien que ça correspond à une sensibilité nouvelle, hein, puisque c'est la colonisation et l'esclavage, mais qui porte la revendication? Alors, les acteurs ne sont pas les mêmes, suivant que l'on se situe aux Antilles, en Guyane, à La Réunion, ou que ne sont situés dans la France dite hexagonale ou métropolitaine. Dans la France ultramarine, on a surtout affaire comme acteurs à des personnes descendantes, pour la plupart d'entre elles, je pense, des esclaves, à X générations, qui, du moins en Martinique et en Guadeloupe, surtout en Martinique, appartiennent à des mouvements indépendantistes, notamment au mouvement international des réparations. Ce sont souvent d'ailleurs des acteurs très jeunes, enfin pour la plupart d'entre eux, il y a quelques seniors dans ces mouvements, mais parmi tous ceux qui ont agi autour des statuts, qu'il s'agisse des statuts de Victor Schœlcher, de Joséphine, de Pierre Belin d'Esnambouc, les vidéos montrent vraiment des gens très très jeunes qui sont là auprès des statues pour les abattre et puis ensuite danser autour, les brûler, voire faire pire avec. Alors, ce qui est intéressant aussi avec ces jeunes acteurs indépendantistes, c'est qu'ils sont, j'allais dire, en rupture de banc avec des militants d'une voire deux générations au-dessus, qui ont bien mis en lumière le rôle des esclaves dans l'abolition de l'esclavage, mais qui ont mis ce rôle en valeur concurremment avec celui de Victor Schœlcher. C'est-à-dire que ces acteurs plus âgés, qui ne sont pas d'ailleurs forcément des indépendantistes, tenaient à mettre en lumière le rôle des esclaves, mais en gardant présente à l'esprit l'action de Victor Schœlcher. On passait d'une étape où il y avait Victor Schœlcher seul, à Victor Schœlcher pour les esclaves, plus les esclaves, et maintenant, avec les jeunes générations d'indépendantistes et des partisans des réparations, on est les esclaves seuls. Victor Schœlcher, il est pour rien là-dedans, et d'ailleurs dans les pires discours, on entend dire qu'il était d'ailleurs esclavagiste et raciste pratiquement jusqu'en 1848, qu'il a pris le train à la dernière seconde pour promouvoir sa carrière, etc. Enfin, des stupidités absolues, puisque dès 1842, Victor Schœlcher, qui avait été pendant longtemps effectivement partisan d'une abolition progressive, dès 1800, ceci à partir de 1830, en 1842, il était pour une abolition complète comme d'ailleurs une immédiate. partie des députés français Comme qui avaient Lamartine, réfléchi. voilà. Voilà, c'est... Alors, en France métropolitaine ou hexagonale, on a d'autres visages d'acteurs qui se rattachent plus, enfin, qui parlent volontiers de la traite négrière, mais qui parlent plus volontiers encore de la colonisation, et qui appartiennent à des mouvements composés de quelques milliers de militants. C'est pas toujours facile de savoir exactement combien ils sont, à donc des mouvements qui forment une sorte de mouvance anticolonialiste,
décolonialiste. Alors, il y a la brigade antinégrophobie d'État, dont le leader s'appelle Franco Lolia. C'est la brigade antinégrophobie d'État qui a mené l'action contre la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale. Il y a la Ligue de défense noire africaine, dont le leader, qui s'appelle Sylvain Afoy, a pris le pseudonyme de Béhanzin, le dernier roi d'Abomey, pour se désigner. Il y a un collectif anticolonialiste qui s'appelle Survie d'abord, qui a des antennes dans différentes régions, et les actions contre la statue de Fédère Balil ont été menées par Survie Nord. À Lille, on avait également l'action d'un groupement qui s'appelle, enfin d'un mouvement fédératif qui s'appelle le Front uni des immigrations et des quartiers populaires, qui est composé donc de plusieurs groupes ou groupuscules, parmi lesquels un collectif de sans-papiers, comme je l'ai noté au passage. Il faut encore mentionner, bien sûr, les indigènes de la République, encore que je ne les ai pas vus très présents autour des statues. Il faut mentionner les Balades décoloniales, un groupe qui s'appelle les Balades décoloniales, qui existe à Paris, qui existe peut-être aussi dans d'autres villes, je n'en sais rien. Et lorsqu'il y a eu l'action, tout ça se situe au printemps ou en été, hein, je ne vais pas égrener les dates à chaque fois, je ne les ai d'ailleurs pas toutes retenues par cœur. Donc autour de la deuxième agression contre la statue du maréchal Lyautey à Paris, vers l'église Saint-Louis des Invalides, il y avait justement une représentante des Balades décoloniales. Il faut encore citer le CRAN, le collectif... Oui, mais dont ça n'est pas la vocation première. Dont c'est pas la vocation première, mais qui a pris position, alors dont le président, je crois qu'il n'est plus un président en titre d'ailleurs, je crois qu'il a été remplacé récemment, Georges Louitin. C'est un de mes anciens élèves. Donc, qui est un agrégé de lettres, donc oui, tout à fait. Je crois qui a travaillé sur le théâtre, qui a travaillé aussi, qui a collaboré à une anthologie de la poésie française avec mais eux, c'est Jean un groupe qui est plus global quand même. Enfin, mais il a pris position sur un certain nombre de statuts, et d'ailleurs notamment, il a défendu les statuts de Schœlcher. Et alors, ce qui me frappe quand on voit toute cette énumération, c'est qu'on a l'impression que c'est une sorte de nébuleuse, dont enfin, je ne sais pas si c'est par les réseaux sociaux que passe finalement la possibilité de mobilisation, mais ce qui est très frappant à travers l'exemple de Schœlcher, et celui de Colbert serait pareil, c'est qu'au fond, la rectification historique manque quasiment son but face à eux, puisqu'au fond, c'est un problème de sensibilité, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que c'est une sensibilité blessée, le passé reste douloureux dans le présent et n'est même pas perçu forcément comme passé. D'où l'idée d'ailleurs de réparation, et la statue apparaît quand même très secondaire par rapport à des enjeux qui sont des enjeux plus globaux. Est-ce que c'est pas le cas d'ailleurs de la toute récente destruction d'une statue de Schœlcher? Alors ça, c'est très intéressant. En effet, ça permet de montrer comment les choses se sont agglomérées, coagulées en quelque sorte. Effectivement, il y a un buste de Schœlcher que je ne connaissais pas d'ailleurs. Ça c'est une remarque générale qu'on peut faire, c'est qu'en fait c'est la destruction des statues qui appelle l'attention sur elles, parce que généralement, finalement, on ne les regarde pas. Je connaissais beaucoup de bustes de Victor Schœlcher, pas de statues en pied, mais des bustes de Victor Schœlcher en Guadeloupe. En Martinique, je ne connaissais que le monument qui date de 1904 d'Anatole Marquet de Vasselot, Schœlcher plus une petite esclave, une fillette qu'il vient de libérer, et puis la statue de Schœlcher, beaucoup plus tardive, de 1965. Et j'apprends, il y a quelques jours, que dans la nuit du 5 ou 6 mars, on vient de démolir un buste de Victor Schœlcher en Martinique, dans la commune du Diamant. Je n'avais jamais vu ce buste. Que s'est-il passé? D'abord, on voit une tête décapitée. La tête de Schœlcher a roulé par terre. Et puis, on voit le piédestal avec des inscriptions.
Alors, une inscription qui dit « fier d'être colonisé », point d'interrogation, ce qui veut dire que ces Martiniquais estiment qu'ils ne sont pas français, mais qu'ils sont des gens colonisés. Et une deuxième inscription qui était très énigmatique pour moi, qui était « J.M. Sonje », 3 points d'exclamation. Alors, ce J.M. Sonje, ça renvoie à une distillerie de Rome, R-U-M, R-H-U-M, qui a été reprise il y a un certain temps par un très gros groupe martiniquais, le groupe Bernard Ayot, qui possède des hypermarchés, des supermarchés, des distilleries de rhum, des bananeraies. C'est vraiment une très grosse fortune de la Martinique. Or, Bernard Ayot, c'est un descendant de Becquet, les gros planteurs de canne à sucre qui ont été installés dès l'Ancien Régime en Martinique et en Guadeloupe. Et précisément, la famille Ayot, elle est installée en Martinique depuis le XVIIe siècle. On a donc là l'exemple typique d'un descendant de Becquet qui est richissime. Donc, il a racheté la distillerie Sonje. Or, des militants ont estimé que cette distillerie avait un système d'étiquette raciste. Alors, j'ai fait quelques recherches sur les étiquettes de cette distillerie. Du genre, moi, je m'attendais à voir une martiniquaise avec ses madras, ses grandes l'équivalent du créoles. chocolat banania. Voilà, par exemple. Je n'ai rien trouvé de tel pour cette distillerie, mais je n'ai vu que 3-4 étiquettes. Je n'en ai pas trouvé plus pour cette distillerie-là. J'en ai trouvé beaucoup plus pour une autre distillerie, par exemple la distillerie Clément, qui appartient d'ailleurs aussi au groupe Ayot. Bref, des militants ont estimé qu'il y avait des étiquettes racistes. Ils ont occupé la distillerie. Il y a eu des troubles, des échauffourées, là je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, et 4 militants ont été arrêtés, et je crois que 2 sont toujours incarcérés, je ne suis pas bien sûre. Et c'est donc dans le droit fil de cette opération d'occupation, d'attaque d'une distillerie en février, et de l'incarcération de militants, que Victor Schœlcher, que le buste de Victor Schœlcher du Diamant, où est installée la distillerie. La distillerie, elle est au Diamant. Donc, c'est dans le droit fil de cette affaire-là que le buste a été vandalisé. Pourquoi ? Parce que, en réalité, les militants indépendantistes, partisans des réparations, partent du principe que si, en 1848-1849, il faudra revenir là-dessus, puis sous la Troisième République, les Becquets, les colons, les planteurs avaient été traités beaucoup moins favorablement. Et si on avait fait beaucoup plus pour les esclaves, il n'y aurait pas eu cette partition économico-sociale qui est demeurée entre descendants des Becquets et descendants des esclaves. Il n'y aurait pas eu une économie coloniale, en fait. Et il n'y aurait pas eu d'économie. C'est toute la question de la canne à sucre, effectivement. C'est toute la question de l'indemnisation des propriétaires d'esclaves. Je ne sais pas si on reviendra là-dessus. C'est un débat qui mériterait une séance à lui tout seul. Mais du coup, ça pose une question. C'est-à-dire qu'il est clair que on peut être très choqué par le vandalisme des statues qui touche quand même au paysage sensible des habitants, qui touche à une histoire longue qui d'une certaine façon dénie en fait la possibilité d'une histoire longue, mais clairement ce qui se dit à travers le geste très spectaculaire sur une statue, c'est souvent quelque chose de tout à fait beaucoup plus large, disons, de différent, un enjeu qui est différent. Et du coup, ça m'amène un peu à ce que je voudrais qu'on regarde dans le temps qui nous reste, c'est-à-dire le type d'attitude possible vis-à-vis de ces dégradations de statut. Et d'abord, au fond, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un espace public ? C'est un problème qu'il y a aussi sur les rues, avec les rues Bugeaud, etc. Mais est-ce qu'il faut mettre dans l'espace public uniquement ce qui serait une culture partagée, mais un espace public neutre qui ne choquerait personne, puisque certains de ceux qui dégradent les statues, vous les citez, disent que ça pollue, ces statues polluent le paysage visuel. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faudrait un espace public neutre, mais
la pureté idéologique n'aurait pas de limite, hein, puisqu'il passerait aussi Ferry, Hugo, etc., et pourrait nous priver de toute identité collective longue. Et donc, que faire avec ce qui n'est pas partageable par tous? Mais je me demande quels sont les statuts qui sont partageables par tous. Parmi les grands statufiés, je parle ici de la France métropolitaine, on a Napoléon. Alors c'est difficile de comparer parce que par exemple Jean Jaurès et le général de Gaulle ont beaucoup plus de monuments que Napoléon, mais Napoléon a beaucoup de statues équestres. On n'a pas encore vu Jean Jaurès à cheval. Ni beaucoup de Gaulle à cheval d'ailleurs. Oui. Donc ce sont surtout des bustes. Donc est-ce qu'il faut dire qu'une statue équestre vaut 10 bustes, 15 bustes? Bon, c'est difficile. Bref, laissons Jeanne d'Arc de côté, qui est de très loin la plus grande, le personnage le plus statué, avec 150 monuments environ. Derrière, on a Bonaparte, le général de Gaulle et Jean Jaurès. Aucun de ces trois personnages ne fait consensus. Napoléon, on le voit bien pour le moment avec les cérémonies qui se profilent pour le bicentenaire. Jean Jaurès, n'en parlons pas, même si la droite et l'extrême droite, depuis plusieurs années, ont essayé de capter Jean Jaurès pour l'amener dans leur camp, d'ailleurs à base de citations invérifiables, ou même carrément fausses. Et puis, il me revient que le général de Gaulle a eu sa statue à Nice il y a quelques années, tous les pieds noirs étaient vent debout. Et il a une statue... je ne sais plus dans quel département, assez proche de la région parisienne, qui a été vandalisée peu de temps après son inauguration. Donc, quels sont les hommes, quelles sont les femmes qui peuvent être statufiés sans faire naître de protestation? Les chanteurs, peut-être, puisqu'il y a eu beaucoup de statuts récemment d'Yves Montand, de Charles Trenet, comme les noms d'établissements de Barbara, scolaires, etc. Mais après tout, des gens peuvent dire, mais pourquoi statufier ces gens qui n'ont rien fait de véritablement grand pour la France? Il y a des gens qui trouvent qu'ériger de statues de chanteurs ou de chanteuses, c'est absolument ridicule. Donc, parfois, je me dis, mais est-ce que finalement, les seuls statuts que tout le monde puisse accepter dans l'espace public, ce sont de simples statues décoratives qui ne représentent personne de particulier, qui correspondent à des types humains? Je pense par exemple à une statue qui se trouve près du croisement de la rue Bonaparte et de la rue de Vaugirard, en haut de la rue Bonaparte, sur la droite quand on vient de la direction de Saint-Germain, on a un banc de bronze, et sur ce banc de bronze est assise une jeune femme, rêveuse, sous son grand chapeau. Mais après tout, les historiens ont redécouvert le poids des hommes sans qualité ou des femmes sans qualité. Donc là, d'une certaine façon, c'est une sensibilité moderne. Mais on peut quand même, d'une part, il y a la solution de la muséification dans la tradition révolutionnaire, au nom de la valeur esthétique et historique, le déplacement. Mais on peut quand même imaginer d'essayer, puisqu'il n'y a pas d'identité collective partagée immédiatement, puisqu'on voit bien que toutes les statues sont possiblement attaquables. On peut essayer de reconstituer du moins une forme de réflexion commune. Alors, il y a la tentative pour mettre des écriteaux sur les statues pour expliquer. Bon, moi, j'ai un grand doute parce que tout votre ouvrage montre qu'en fait, on regarde rarement les écriteaux. Donc, c'est d'une utilité sans doute faible. Je me dis qu'on regarde effectivement très rarement les inscriptions portées sur le piédestal d'une statue, qui sont souvent très enrichissantes, qui en apprennent beaucoup. Moi, quand je travaillais sur le livre précédent, Un peuple de statues, j'ai bien vu qu'en fait, les gens d'un quartier... Je faisais l'innocente, la naïve. Je demandais, vous êtes du quartier? Oui. Vous pouvez me dire où se trouve la statue? Hein, il y a une statue là, non? Alors, pas voir la statue, a fortiori pas lire les inscriptions. Donc, lire un panneau explicatif placé à côté, je ne suis pas sûre. Il faudrait faire une enquête autour de ce qu'on appelle les sucettes ou les pelles Stark,
qui se trouve à Paris à côté d'un certain nombre de monuments où il y a des indications sur ce qui s'est passé ici ou là, qui a construit cet hôtel particulier, etc. Ça serait intéressant que des sociologues fassent une enquête sur les gens qui s'arrêtent pour lire et qui sont ces lecteurs, sexe, âge, conditions socio-culturelles, etc. Moi, je ne suis pas sûre que ces panneaux explicatifs seraient bien lus, en effet. Et en même temps, moi, j'ai été très frappée par les réflexions d'historiens qui sont citées dans l'ouvrage sur le fait que enlever tout le passé, c'est priver les gens non seulement d'un paysage visuel, mais c'est les priver de cette épaisseur historique qui fait la différence avec des villes américaines quand il y a des numéros de rue. Donc c'est vrai qu'il y a bien une réflexion à avoir sur la façon de fabriquer une histoire qui soit commune. Et alors une des solutions, c'est de faire place aux absents pour une histoire plurielle, sachant que effectivement le peuple des statues a toujours eu beaucoup d'absents. Enfin, vous montriez dans votre ouvrage précédent qu'il y avait peu de femmes, à part Jeanne d'Arc évidemment, 3 pasteurs, un seul rabbin, et bon, et donc c'est vrai qu'on peut imaginer mettre des statues différentes. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, que je ne connaissais pas, c'est par exemple ce que fait la route des abolitions de l'esclavage. Ah oui. Alors la route des abolitions de l'esclavage est une route qui part de Fessenheim, si je me souviens bien, le village natal des Schulcher. Je suis pas sûre que ce soit Fessenheim, c'est un village alsacien qui traverse plusieurs départements de l'Est, qui se termine en Côte d'Or, dans le sud de la Côte d'Or, à Chamblanc, où est installée une communauté de religieuses de Saint-Joseph de Cluny, à cause d'Anne-Marie Javouet, qui donc une religieuse qui a implanté sa congrégation dans des pays d'Afrique noire, notamment au Sénégal, qui ensuite est partie en Guyane, où elle a libéré entre guillemets des esclaves, parce que en fait, bon, ça c'était dans les années 20, les années 30, où en fait, avant de recouvrer leur liberté pleine et entière, les esclaves devaient un certain nombre d'années de travail. Alors, entre le village natal de la famille Schulcher et Chamblanc, il y a le village de Champagney, où les habitants, lorsqu'ils ont rédigé leur cahier de doléances, ont demandé que les esclaves soient libérés. Alors, en fait, cette demande des habitants de Champagney, qui est rarissime, il y a eu une ou deux autres communes, je crois, qui ont exprimé la même demande, ça tenait au fait qu'à Champagney, il y avait un homme qui n'était pas un petit paysan du cru, on va dire, qui était un bourgeois plus aguerri des choses de la vie et de la politique, qui était sensibilisé à la question de l'esclavage et qui avait poussé à ce que ce soit inscrit dans le cahier de doléances. Il y a le fort de Joux, où Toussaint Louverture a été emprisonné en 1802 après une arrestation qui s'est produite dans un véritable guet-apens. Bon, ensuite, il a été, enfin, Toussaint Louverture a été amené, qui était le leader de la lutte contre l'esclavage à Saint-Domingue, a été emmené en France, emmené au fort de Joux près de Pontarlier, abominablement maltraité. Il y est mort de froid, il est mort d'une pleurésie dans ce fort. Mais il me manque une étape. Mais du coup, parce que je trouve que c'est une initiative très intéressante, parce que là, on est sur une pratique culturelle Pardon, contemporaine. il y a la maison des droits de l'homme et de la négritude dans un endroit. Et du coup, je veux dire, c'est beaucoup plus axé sur les pratiques culturelles contemporaines. Alors, c'est axé sur les pratiques culturelles contemporaines. D'abord, il y a des musées. Il y a, que ce soit là où il y avait la maison des Schulcher, la maison des droits de l'homme et de la négritude. Il y a également un site à Champagney et à Chamblanc. Bon, on peut visiter le fort de Joux, j'aimerais bien le visiter, je ne l'ai pas encore fait. Et à Chamblanc, il y a un musée consacré à Anne-Marie Javouet et il y a 3 petites forêts mémoires
l'une à Chamblanc même, l'autre à Sœurs et l'autre à Jalange, où on a planté des rangées de tilleuls sur conseil de l'Office des eaux nationales et forêts. C'est des tilleuls qui ont été choisis et chaque tilleul correspond à un esclave guyanais dont on a retrouvé les descendants. Et les descendants viennent parfois Et se moi, recueillir dans c'est ces ça forêts que j'ai mémoires. trouvé très intéressant dans l'ouvrage, c'est que effectivement, on n'est plus dans la construction d'un récit national unique où on pourrait avoir des statuts complètement consensuels. Il faut trouver d'autres méthodes en fait pour arriver à avoir une vision qui puisse être partagée, mais qui soit pluraliste. Et c'est vrai que les statuts sont un héritage historique, mais on peut concevoir une esthétique nouvelle ou des pratiques nouvelles. Et dans l'ouvrage, il y a notamment quelques très très belles reproductions de statues qui sont plus dans l'esthétique ancienne de la mimésis, mais qui Oui. sont dans une esthétique nouvelle, soit plus symbolique, soit avec un travail sur les corps un petit peu différent. Et du coup, je dirais, ça, c'est une façon, en tout cas dans l'ordre symbolique, de présenter une autre identité collective. Oui, alors Ouais. il y a quand même quelques statuts qui font encore consensus. Par exemple, autour des personnages de la mulâtresse Solitude, Oui, qui est statufié en Guadeloupe, qui l'est également à Bagneux sur un mode mi-figuratif, mi-conceptuel et qui devrait l'être, je crois, prochainement à Paris. Donc la mulâtresse Solitude, Toussaint l'Ouverture, d'autres personnages comme Louis oui. Delgrès. Bon, je pense qu'ils font, enfin, ou du moins, je n'ai pas encore trouvé de discours polémique autour de ces représentations par la statuaire publique. Et puis il y a également de nouvelles formes collectives. Je pense par exemple à tous les mémoriaux d'esclavage. Il y en a un certain nombre. Il y en a à Creil, il y en a à Grigny, il y en a un à Saint-Denis. Il y en a un Saint-Denis que je trouve très très beau, sous forme d'un grand globe métallique avec des interstices où on peut mettre les noms des esclaves dont les descendants sont identifiés. Il y avait ce projet d'un mémorial à l'intérieur des Tuileries qui devait voir le jour prochainement, mais qui se trouve actuellement au centre d'une grande polémique et finalement tout est annulé pour le moment parce que dans l'appel d'offres, il devait y avoir une référence précise, mais on ne disait pas exactement par quelle méthode, c'était à chaque sculpteur d'inventer. Il devait y avoir une référence précise aux 200 000 noms d'esclaves qui ont été identifiés. Or, les 5 personnes qui ont été retenues dans le cadre de l'opération de présélection n'ont pas tenu compte de cette exigence de référence aux 200 000 noms. Donc, l'organisme CM 98, Serge Romana, enfin bref, des gens qui étaient à l'origine de ce mémorial aux Tuileries ont été absolument furieux, ont estimé que l'appel d'offres n'avait pas été respecté et pour le moment, tout est au point mort. Alors on peut penser aussi à une autre réalisation, un autre monument, on va dire, qui est très beau, qui se trouve à Bordeaux, qui ne renvoie pas à une personne précise. C'est un monument qui s'appelle Strange Fruit, de la sculptrice, enfin elle veut qu'on dise sculpteur, du sculpteur Sandrine Plante et Rougeole, qui travaille à Billon, qui a maintenant une galerie à Lyon. Elle a conçu un monument qui représente une tête d'esclave, regard tourné vers il est reproduit, ce monument est reproduit dans le livre, son regard est tourné vers le ciel et il est pris dans des circonférences qui sont en réalité des cerclages de tonneaux qui ont été donnés à Sandrine Planté-Rougeole, qui pour elle évoque deux choses. D'une part, le fait qu'on est à Bordeaux, donc dans une région de viticulture, et par ailleurs qui peuvent évoquer le cerclage de la coque des navires. Et ce monument, cette sculpture n'est pas fixe,
elle oscille au gré du vent et des courants, et donc cela peut évoquer le mouvement des bateaux de tribord à bâbord en fonction de la houle et des vagues. Donc il y a toute une symbolique qui se trouve derrière de ce monument, dont le visage central est effectivement très, très beau. Oui, et on voit que sur cette question qui donne lieu à tellement de batailles médiatiques et de difficultés de décisions politiques, il y a en fait derrière la question de l'espace public partagé, de la prise en compte d'une diversité, mais qui ne conduit pas non plus à la séparation de communautés, puisque c'est un peu ça l'enjeu. Et en fait, l'enjeu derrière les statues, il est bien autre chose que la statue elle-même. Il est vraiment une vue de l'histoire, une réflexion sur l'histoire, une réflexion sur la politique. Et ce que j'ai trouvé très beau, qui peut nous servir de conclusion, c'est la citation qui clôt le livre, qui est de Frantz Fanon. De peau noire et masque blanc. De peau noire et masque blanc. Je peux en lire peut-être juste 2 lignes pour finir. Je n'ai pas le droit de me laisser ancrer, je n'ai pas le droit d'admettre la moindre parcelle d'être dans mon existence, je n'ai pas le droit de me laisser engluer par les déterminations du passé, je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. Le nègre n'est pas plus que le blanc. Tous deux ont à écarter des voies inhumaines qui furent celles de leurs ancêtres respectifs afin que naisse une authentique communication. Et je dirais, c'est peut-être ce qui est étonnant dans le débat actuel, c'est qu'il y a souvent une polarisation, alors que l'enjeu, c'est bien l'enjeu de fabriquer une histoire qui puisse être vivable pour tout le monde. Oui, et justement, je ne suis pas esclave de l'esclavage. Et je me dis que si tous les jeunes militants, parce que tout à l'heure, j'ai laissé de côté l'histoire des sensibilités, mais si tous les jeunes militants, je pense aux jeunes militants martiniquais ou guyanais, pensaient à cela, je ne suis pas esclave de l'esclavage. Est-ce qu'il n'irait... Alors, ça m'est facile de parler. Je suis une femme blanche métropolitaine, comme me l'a dit hier une étudiante d'une université francophone voisine de la France, avec lesquelles je faisais un cours en visio. Bon, mais je suis comme vous, malheureusement, une femme blanche métropolitaine. Bon, alors, étant une femme blanche métropolitaine, je suis sans doute mal placée, effectivement, pour juger des blessures, pour juger de la sensibilité de femmes ou d'hommes nés en Martinique et par ailleurs non blancs, puisqu'on ne peut plus dire de couleur. Bon, donc c'est très difficile de parler de ça, mais je me dis quand même que si on pensait fortement à cela, je ne suis pas esclave de l'esclavage qui a déshumanisé mes pères, on irait peut-être davantage de l'avant. Merci. Peut-être. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.